Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Convocation d'ambassadeurs américains, échange téléphonique avec Barack Obama, condamnation politique. Depuis les révélations sur les écoutes des présidents français, les réactions se multiplient. Et c'est un véritable feuilleton auquel on pourrait assister avec d'autres informations à venir selon Julian Assange. Alors quel est l'impact de ces révélations? Est-ce vraiment une bombe à fragmentation ou alors le grand bal des hypocrites? On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi 22h. Et c'est dans ce contexte que la loi sur le renseignement a été définitivement votée aujourd'hui. Les opposants au texte s'offusquent de ce télescopage au moment où l'on dénonce les grandes oreilles américaines. Le président du Sénat, Gérard Larcher, annonce son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur la protection des droits fondamentaux. Les explications dans ce journal. C'est un nouveau record du nombre de chômeurs en mai. Pour le 4e mois consécutif, Pôle emploi a enregistré une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité, plus 16 200 personnes. Mais le ministre du Travail affirme que les chiffres, je cite, ne sont pas interprétables. Alors qu'en est-il vraiment? Analyse à suivre. Enfin, les réunions s'enchaînent autour de la situation grecque. Les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés ce soir avant un nouveau sommet demain. Et c'est un Premier ministre de plus en plus fragilisé dans son pays. Alexis Tsipras, en pleine tragédie grecque, se retrouve pris en tenaille entre les exigences des créanciers et les aspirations d'une partie de son peuple. Les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le retour de Julian Assange après ses coups d'éclat de 2010. On avait un peu oublié Wikileaks. Le site avait continué à publier des documents mais ne terrorisait pas les chancelleries du monde entier. L'activiste Assange signe donc son retour avec, promet-il, des documents importants à venir. On l'écoute aux 20h de TF1 ce soir. Oui, nous avons d'autres informations qui vont sortir le moment venu. Il me semble que d'un point de vue politique, ce qui va sortir sera encore beaucoup plus important que ce que nous avons publié jusqu'à maintenant. Maintenant, la question qui se pose pour Hollande et pour les dirigeants français, c'est quelles sont les possibilités de réaction face à cette situation injuste. Convocation d'ambassadeurs américains, échange téléphonique avec Barack Obama, condamnation politique en chaîne depuis les révélations sur les écoutes des présidents français. Bien, les réactions se multiplient. Retour sur une journée de réaction avec Jérôme Rabier. Inacceptable de la part d'un pays ami. L'Élysée s'indigne des pratiques des services secrets américains et dans l'urgence convoque dès ce matin un conseil de défense. Après le Conseil des ministres, les présidents du Sénat et de l'Assemblée, accompagnés de parlementaires, sont eux aussi reçus à l'Élysée et affichent leur unité dans l'indignation. Il est évident qu'il y a un coup de canif sérieux à la confiance entre les deux pays. Il faut veiller à ce qu'on puisse rétablir un climat de confiance, mais ça ne peut pas se faire dans les ambiguïtés et avec de telles méthodes qui sont inqualifiables. Nous devons engager un certain nombre de contrôles pour savoir si les autorités françaises sont suffisamment bien protégées. À 15h à l'Assemblée, lors des questions d'actualité, le Premier ministre relaye le message présidentiel et avertit les États-Unis. Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. L'ensemble du gouvernement est mis à contribution. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, annonce qu'il convoque l'ambassadrice des États-Unis en France pour des explications. Et dans l'après-midi, François Hollande s'entretient directement avec Barack Obama par téléphone. Le président américain a réitéré ses engagements pris en 2013, puis en février 2014 lors d'une visite du président français aux États-Unis. Ces pratiques n'existeront plus. Mais si de nouvelles révélations étaient divulguées, ce feuilleton qui brouille les relations franco-américaines serait loin de s'achever. Alors on parle beaucoup bien sûr de ces écoutes, des réactions, des éventuelles conséquences aussi, mais quelle est la nature et le contenu de ces documents révélés? Que peut-on y lire, y découvrir? Le résumé avec Louis Sibylle. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, une décennie entière d'un exécutif français placé sur écoute américaine.
François Hollande d'abord, lors d'une conversation avec Jean-Marc Ayrault en 2012, il aurait accepté la tenue de réunions secrètes à Paris pour discuter de la zone euro et particulièrement des conséquences d'une sortie de la Grèce. Le président de la République aurait aussi marqué sa déception après son premier entretien avec Angela Merkel. Un entretien purement pour le spectacle, sans parvenir à rien de substantiel. La NSA ajoute, Hollande est très inquiet pour la Grèce. En 2008, 2 semaines après la faillite de Lehman Brothers, la NSA rapporte « Nicolas Sarkozy se voit comme le seul à pouvoir résoudre la crise financière mondiale ». En 2006, enfin, Jacques Chirac aurait recadré à plusieurs reprises son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, habitué à faire, selon la NSA, des commentaires inappropriés. Des documents classés top secret par les services de renseignement américains pour des informations qui n'ont pas de valeur stratégique cruciale. Aucun renseignement militaire ou diplomatique n'ont, semble-t-il, été intercepté. Un espionnage qui relève même pour certains de secrets de polichinelle, mais dont l'ampleur était jusqu'aujourd'hui insoupçonnée. Les écoutes ont ciblé toutes les strates de la puissance publique, ministres, conseillers, diplomates, porte-parole ou encore le standard du ministère de l'Agriculture. Le portable personnel de Nicolas Sarkozy, alors président, aurait sans doute aussi été mis sous écoute. Comment la NSA s'y est-elle prise? La piste la plus probable, l'ambassade américaine au cœur de Paris, à quelques pas de l'Élysée ou de ministères comme ceux de l'Intérieur, de la Justice ou des Affaires étrangères. Sur ces toits, une façade en trompe-l'œil et derrière, une station d'écoute. La suite du 22h dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi. On va évidemment parler de cette affaire, des écoutes, mais d'abord le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Nathalie Guilloire. Les discussions continuent sur la crise grecque. Autour de la table ce soir, les ministres de la zone euro. Une réunion d'à peine 1 heure censée préparer la signature d'un accord. Les négociations reprendront demain à 11h. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a accusé aujourd'hui le FMI de bloquer ces négociations. Cet après-midi, Michel Sapin, le ministre des Finances, évoquait encore à l'Assemblée nationale la soutenabilité de la dette grecque. Dans l'accord global, effectivement, la question de la dette n'est pas taboue. Elle devra être abordée, même si elle n'est pas la plus urgente et la plus nécessaire dans un premier temps. Elle fait partie des sujets qui sont sur la table. Ça n'est donc pas un sujet qui est mis hors la table. La France et l'Arabie Saoudite, une relation privilégiée. En mai déjà, François Hollande s'y était rendu. Objectif, mettre en place des partenariats avec le Royaume. Paris réussit. Aujourd'hui, des contrats d'une valeur de 12 milliards de dollars ont été signés. Ces contrats portent notamment sur la livraison de 23 hélicoptères Airbus d'une valeur de 500 millions d'euros. D'autres projets sont en cours de discussion, comme la construction de 2 EPR en Arabie Saoudite. Ils étaient sans cesse contrôlés. Âgés de 18 à 35 ans, ces étudiants ou salariés faisaient l'objet de vérifications d'identité à répétition. Aujourd'hui, et c'est une première en France, la justice condamne l'État pour faute lourde dans 5 cas de contrôle au faciès. Ils avaient été déboutés en première instance en juillet 2013. L'État s'est vu ordonner par la Cour d'appel de Paris de verser 1 500 € de dommages et intérêts dans chacun des cas. Les avocats sont appelés à élire leur nouveau bâtonnier. Aujourd'hui avait lieu le débat de l'entre-deux-tours qui opposait 2 binômes. Le futur bâtonnier prendra ses fonctions le 1er janvier 2016 pour une durée de 2 ans. Les résultats seront connus demain. Le club d'éditorialistes du mercredi, c'est le débat et l'analyse sur l'actualité et les grands thèmes qui la rythment bien sûr. À la une, la tempête provoquée par les révélations sur les écoutes des présidents français. Il y a eu des réactions et des condamnations en cascade. Beaucoup parlent d'un énorme scandale et d'autres décrivent aussi un grand bal des hypocrites où tout le monde se sait écouter. L'agence NSA, hyper puissante, serait incontrôlable. On en parle ce soir. Et puis, tout cela intervient bien sûr au moment où la loi sur le renseignement vient d'être adoptée définitivement. Aujourd'hui, que faut-il penser de ce télescopage? Analyse à suivre. Enfin, on parlera aussi des relations avec nos alliés, comment ces interférences pèsent ou pas sur les relations futures. Et je vous présente nos éditorialistes et spécialistes ce soir. Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, fondateur du site d'information l'important.fr. Vous êtes également le président de l'agence de communication La Matrice. Nous accompagne également ce soir Marcel Lovisfried.
bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à l'Express. Avec nous également Cécile Cornudet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste politique aux Échos. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombault est là, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et comme tous les mercredis, vous le savez, pour croquer vraiment une très riche actualité, notre caricaturiste Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Merci de nous accompagner. J'ai mon oreillette. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous m'écoutez, j'espère que vous m'écoutez. Allez, on va se rendre tout de suite aux États-Unis avec l'historien François Durper. Bonsoir François. Première question, comment cette affaire qui fait la une des médias français est traitée aux États-Unis? Est-ce que les chaînes sont en mode breaking news? Ah oui, les chaînes américaines sont en mode breaking news, mais pas du tout sur l'affaire qui nous concerne, qui intéresse les Américains sur toutes les chaînes d'information. C'est 2 prisonniers qui se sont échappés. C'est aussi l'affaire du drapeau. L'affaire du drapeau qui agite l'Amérique, vous savez, le drapeau confédéré qui flotte sur le Congrès, et on attend la visite de Barack Obama vendredi en Caroline du Sud. Rien, aucune trace de ce qui nous agite du côté européen. Alors évidemment, si vous achetez le Washington Post, si vous achetez le New York Times, vous trouvez cette information, mais pas en une. Certains aux États-Unis, François Durper, ironisent même sur la poussée de fièvre ici en France, qualifiant ces réactions de gesticulation. C'est ce que vous lisez, vous entendez? Oui, l'idée de ce côté de l'Atlantique, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde espionne tout le monde. Alors, c'est quand même un petit peu hypocrite aussi du côté américain parce que on espionne ici aux États-Unis avec des moyens qui sont sans commune mesure avec le reste de la planète. Les moyens américains sont considérables, donc c'est le pot de fer contre le pot de terre. Une deuxième chose que l'on lit dans la presse américaine, c'est que c'est une affaire qui finalement est une affaire aussi européenne. Après tout, ce que cela apprend, c'est la collaboration en grande partie entre la NSA et les services de renseignement allemands. On ne s'imagine pas la France collaborant avec le Texas contre l'État de New York. Donc on dit de ce côté de l'Atlantique, finalement, si l'Union européenne était vraiment une Union européenne, il y aurait une intégration dans tous les domaines. Comme il y aurait une monnaie, eh bien, il y aurait un service de sécurité. Ce n'est pas le cas et tout le monde joue contre tout le monde en Europe. Pour conclure, François Durper, de manière générale, est-ce que l'image de Barack Obama en prend un coup? Est-ce qu'elle s'effrite chaque jour un peu davantage? Et quelles peuvent être les conséquences sur nos relations avec l'Amérique? Alors, l'image de Barack Obama, peut-être qu'en France, s'effrite. Du côté américain, elle reste assez stable. Et en fait, ces sujets qui sont des sujets internationaux et qui ne concernent pas directement la Homeland Security, la sécurité nationale, ne touchent pas l'image du président. Et quand on interroge les Américains, à la limite, ils vous répondent, eh bien, l'Amérique a le droit de défendre ses intérêts et d'espionner le reste de la planète. Alors ça, c'est du côté républicain. Et du côté démocrate, il y a effectivement des préoccupations sur les grandes oreilles de la NSA, mais vous savez que Barack Obama a essayé de faire passer une loi au Congrès, donc on ne peut pas, de ce côté de l'Atlantique, lui reprocher de ne rien avoir tenté. Mais évidemment, ce qui intéresse les Américains, c'est l'espionnage contre les Américains eux-mêmes, contre les citoyens américains. Espionner la France, l'Allemagne ou tous les autres pays européens, finalement, c'est le cadet des soucis des Américains. Merci beaucoup. Merci François Durper pour votre analyse et votre intervention. Alors, première réaction, messieurs, madame, Claude Posternac, cette distorsion, cette dissension entre, j'allais dire, la place prise par ce scandale, cette affaire ici en France, ça nous concerne directement, et finalement, comment c'est traité aux États-Unis? C'est somme toute assez logique. C'est-à-dire que pour les Américains, on est perte et profit. C'est-à-dire qu'il y a un grand continent qui s'appelle l'Europe, qui est un allié. Dans le cadre de l'OTAN, on fait partie de la famille, on nous écoute, c'est tout à fait normal. Donc il n'y a même pas de sujet aux États-Unis. Il y a un sujet en France qui est plutôt quelque part un faux sujet, parce que tout le monde savait que nous étions écoutés, comme l'ensemble des pays européens. Et pour résumer les choses, la NSA écoute tout le monde, partout. Donc bien évidemment, elle devait écouter aussi les présidents de la République, mais les grands patrons, l'ensemble des citoyens français, parce qu'ils écoutent tout. Donc ça tombe à un moment qui correspond à la loi en France. Alors peut-être que ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, c'est de nouvelles révélations.
Il y a eu déjà des révélations sur les mails qui étaient envoyés à Hillary Clinton concernant la Libye, qui sont passés un peu à l'as d'ailleurs avec le French Leaks. Il n'en reste pas moins que... Mais qui sont d'une importance, ils sont très importants pour la suite et pour sa vision de la politique étrangère. Ah, tout à fait, oui. Mais bon, la compréhension de ce qui s'est passé en Libye, qui ne correspond pas forcément à la réalité que nous, on a cru entendre, on nous a rencontrés en France. Bon, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, qui est plus global, c'est que on est face à une superpuissance qui a des moyens exceptionnels et qui a aussi tous les relais. C'est-à-dire que si on prend les 20 plus grosses sociétés aujourd'hui de la net économie ou ceux qui travaillent dans la net économie, vous avez 60% qui sont des sociétés américaines et 40% qui sont des sociétés chinoises. C'est un fait. L'Europe est totalement absente. Alors c'est sûr que lorsque tout votre matériel informatique, tout le digital vient des États-Unis, il est très facile pour des centrales d'intelligence de travailler en harmonie, ce qui est fait. Je vous rappelle quand même que Google va toutes les semaines à la Maison-Blanche depuis maintenant 7 ans, toutes les semaines. Bon, qu'est-ce que va faire Google à la Maison-Blanche? Alors on va poursuivre notre tour de table. Je vais juste préciser que depuis que l'on a appris ces écoutes, on parle beaucoup de l'aspect politique, éventuellement géopolitique, moins de l'aspect économique. Et on va écouter un autre extrait de l'interview ce soir de l'activiste Julian Assange qui a évoqué alors directement les conséquences sur la situation économique française, sur le chômage. Écoutez-le depuis l'ambassade de l'Équateur à Londres. C'était sur TF1 ce soir. Et je voudrais simplement préciser ici que le chômage en France est particulièrement élevé. Eh bien, il faut bien voir qu'il y a une raison à cela. Et l'une des raisons, c'est que les États-Unis jouent un sale jeu et cherchent à marginaliser la compétitivité économique des entreprises françaises et la compétitivité des entreprises européennes de manière générale. Cécile Cornudet, l'espionnage politique, les aspects géopolitiques, mais là, c'est précisément, il parle de compétitivité, de chômage, d'emploi, de politique intérieure. Oui, c'était plein de sous-entendus. C'est étonnant parce qu'effectivement, on a eu le sentiment d'une grande communication de la part du gouvernement en réaction, mais aussi d'une grande communication du côté des diffuseurs de l'information. Parce qu'au fond, il y avait peu de choses vraiment nouvelles et croustillantes dans ce qui est sorti sur les écoutes proprement dites. Et l'interview ce soir de Assange, c'est plein de sous-entendus, c'est attention, il va y en avoir d'autres, il y a de l'espionnage économique et en gros son message c'était de dire il faut que la France prenne la tête d'une croisade contre les États-Unis parce que les États-Unis jouent contre vos intérêts. Parce que l'Allemagne a failli dans cette mission. Voilà, c'est ça. Donc c'est à la France, l'exception française, de prendre ce combat-là. Donc c'était vraiment très étonnant, plein de sous-entendus parce qu'en même temps il a effectivement parlé d'espionnage économique mais il n'y a rien de concret, on ne sait pas. Juste un coup d'œil. Première caricature d'Hervé Baudry. De mon côté, j'ai écouté la NSA, donc je voudrais comme ça. Voilà, j'ai quelques petits témoignages, notamment quelqu'un qui a écouté un certain président et qui avait 2 téléphones en même temps, donc il a fait un burn-out. Marcelo Westfried. Oui, on vient de dire juste la réaction sur ce que disait Cécile Cornudet. Il y a beaucoup de sous-entendus et il exhorte la France à mener un combat. On voit bien que la France n'a pas du tout ni les moyens ni l'envie de mener ce combat, mais en tout cas, c'est son combat à lui. Oui, alors les propos sont disproportionnés parce que si on a eu, on va en parler tout à l'heure, mais plus 5% de chômage, de chômeurs cette année, sur l'année, c'est évidemment pas dû à ces questions-là. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème sur le plan de l'espionnage économique et industriel. Ce matin, un journaliste de Mediapart annonçait que bientôt il publierait un certain nombre de choses sur ce volet-là et on peut penser que quand par exemple vous négociez pour vendre des centrales nucléaires, des avions, etc., si vos concurrents connaissent votre stratégie à l'avance, c'est comme si vous faites un 100 mètres avec des boulets aux pieds, c'est très compliqué. Donc ça a effectivement un impact sur l'emploi, mais il faut pas non plus, faut garder les ordres de grandeur. Et ce qui est le plus choquant, c'est que sur ce volet économique, on a des partenaires européens, on en parlait tout à l'heure, qui jouent pour le coup un double jeu. Puisque si nos partenaires allemands, comme ça a été montré dans d'autres fuites, espionnent un certain nombre d'entreprises européennes pour le compte des Américains, alors là, effectivement, on peut poser des questions non plus seulement aux Américains, mais surtout à nos voisins allemands. En fait, pour son combat contre les États-Unis, il essaye de prendre la France dans le sens du poil. Donc là où ça fait mal, nous, c'est le chômage. Donc il dit, voilà, c'est pour ça, c'est parce que vous avez les Américains que vous avez du chômage. Après, il dit, mais moi j'adore la France, une partie de ma famille est hébergée ici. C'était un drôle de message. Il y avait pêle-mêle beaucoup d'arguments sous-entendus. Jean-Luc Gombault, est-ce que l'aspect économique là pour l'espionnage, c'est l'aspect le plus sensible? C'est là où on peut vraiment
je veux dire, où on touche le point peut-être le plus sensible, névralgique, parce que l'aspect politique, quand on lit ces documents, oui, bon, d'accord, mais on tombe pas de l'armoire. Alors justement, dans WikiLeaks, l'aspect économique, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, il n'y est pas. Non. Un petit mot pour dire que j'ai rien compris à ce que disait M. Assange. C'est absolument incompréhensible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il dit n'importe quoi. Pour aller dans le sens, si je puis dire, de ce que vient de nous dire Cécile, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Bon, donc ça c'est le premier point. L'aspect économique, il y a deux ou trois volets. Le premier volet, c'est d'abord les masses financières qui sont en jeu dans ce type d'opération. J'entends dire, tout le monde écoute tout le monde. Oui, tout le monde écoute tout le monde. Mais comme l'a dit François tout à l'heure, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et même si on additionnait tous les moyens des services européens pour lutter contre les services américains, on aurait encore une différence de 1 à 10 pratiquement. Donc on n'est pas du tout dans le domaine, on ne boxe pas dans la même catégorie. Hein. Ça, je crois que c'est un premier point à dire. On ne peut pas faire comme j'avais, et d'autant plus qu'on n'a pas les entreprises spécialisées entre ça. On sait, depuis les divulgations des accords PRISM, qui a été fait là, non pas directement par Wikileaks, mais par, je ne sais plus quel est son nom, Snowden. Voilà, Snowden. On sait qu'il y a un accord entre la NSA et Google, etc., pour collecter toutes les informations au bénéfice de... Et ça, ces entreprises-là, on ne les a pas chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est l'aspect économique stricto sensu. Et vous remarquez, par exemple, qu'au Bourget, cette année, au salon de l'aéronautique, il n'y avait pas d'avion militaire américain. Et les Américains, pour dire pourquoi il n'est pas présenté leur chasseur, c'est qu'ils ont dit « Ah, mais c'est bourré d'espions ». Le Bourget est bourré d'espions, donc on en a assez, ça ne vient plus. Donc je ne sais pas s'ils étaient au courant de ce qui allait se passer la semaine d'après, mais enfin, c'est une coïncidence qui est amusante. Et c'est vrai que tout le monde écoute tout le monde. Alors sur ce terrain-là, les Français sont de très bons espions. Ça, c'est tout à fait exact. Donc, d'ailleurs, vous avez remarqué que les responsables politiques français n'évoquent pas ce problème. Ah, si, ils ont beaucoup dit. Nous, on M. Valls, fait pas il n'a pas dit à l'Assemblée nationale. Si, il a dit au contraire, nous, on se comporte pas du tout comme ça, on les espionne pas. Mais sur le plan économique? Ah non, pardon. Ah non, c'est ça, sur le plan politique, évidemment. Ils ne sont pas rentrés dans la nuance. Oui, non, mais nous parlons bien de l'espionnage économique. Or, c'est évidemment la chose la plus importante du dossier, parce que quand on lit les documents de Wikileaks, on apprend, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, s'il y avait des trucs sur les pressions qu'ils ont fait sur le Rafale, sur les centrales nucléaires, là, on apprendrait des choses fort intéressantes. Regardez, autre caricature. Jean-Louis, parlant d'économie, moi je rebondis sur la journée aujourd'hui, la réunion France-Arabie Saoudite, et on peut imaginer notre cher président demander si il ne peut pas acheter des téléphones arabes, peut-être. Ça existe. Hein. C'est bon. Claude Postanac, on parle de Wikileaks et de Julian Assange comme si c'était évident qu'il y avait des révélations, que cela va continuer. On va rappeler que depuis un certain temps, et même depuis plusieurs mois, certaines années, il n'y a quasiment rien eu, ou alors des pétards mouillés. Ça n'a pas fait trembler ni les chancelleries, ni certains pays. Donc c'est vraiment, c'est à géométrie variable. C'est pas toujours de la même qualité, j'allais dire. Non, le flux est différent, mais il faut quand même se rappeler qu'on avait eu, et qui rejoint la guerre économique quelque part, le LuxLeaks, c'est-à-dire les révélations sur ce qui s'est passé au Luxembourg. Je rappelle une information qui est passée quasiment inaperçue en France, mais qui est importante. Je rappelle que l'État de Belgique a porté plainte pour fraude fiscale contre le Luxembourg. Bon. Donc on est quand même dans un cadre qui avait quand même permis de dévoiler des pratiques. C'est un coup de pied à Jean-Claude Juncker aussi au passage. Un peu. Oui. Voilà, non, mais clairement, moi quand je vois des images où on voit le président aujourd'hui de la Commission européenne qui met gentiment sa main sur l'épaule du Premier ministre grec, oui, ça me fait un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, surtout que un des sujets de la dette en Europe, on parle de la Grèce, mais c'est aussi l'Espagne, l'Italie et la France, c'est un sujet, justement, il manque des impôts, et ces impôts passaient par Luxembourg, passaient par l'Irlande et passaient par la Hollande. Donc, ça a quand même servi à montrer certains aspects qui sont des aspects fiscaux. Maintenant, si on découvre des aspects plus économiques, plus sur l'espionnage, c'est-à-dire que si, comme vous le disiez, les parties sont truquées d'avance parce qu'on sait ce qu'il y a comme carte dans le jeu, c'est sûr que ça va changer la donne. Simplement, on sait aussi que toutes les entreprises, même les entreprises françaises, sont obligées d'aller à l'espionnage. Elles sont toutes organisées, pour se protéger au niveau de leur système informatique, mais d'un autre point de vue, elles permettent aujourd'hui d'aller chercher les choses. Ce soir, juste un détail, mais j'ai découvert que l'université de Tel Aviv, ils arrivent maintenant à piquer les informations
des ordinateurs uniquement par les ondes de chaleur émises par les ordinateurs. Donc on est sur des sujets de sophistication extraordinaire, et vous avez tout à fait raison. Ils ont un marteau colossal, et nous on a un petit tournevis qui est extrêmement difficile. Donc bien sûr il faut une réponse qui soit une réponse européenne. On n'arrête pas de parler d'une Europe, il faut qu'elle soit politique, fiscale, Vous y croyez sociale. vraiment quand vous le dites? Oui, moi j'y crois. Non, moi j'y crois. Il faut une volonté politique. Bien, il est sûr qu'aujourd'hui les États-Unis encouragent à ce que les États restent séparés, parce que ça fait leur avantage. Demain, s'il y a une fiscalité commune, pour des entreprises américaines, c'est beaucoup plus compliqué d'investir, parce qu'aujourd'hui, elles peuvent investir, parce que tout ce qu'elles gagnent à l'étranger ne sont pas rapatriés aux États-Unis, et ce sont des fonds monstrueux qui permettent de racheter les boîtes françaises. J'ai un scoop, mais c'est triste. C'était le début du Wikileaks. Est-ce qu'il faut diffuser ce dessin? Est-ce que les enfants sont couchés? Voilà. Est-ce que les enfants sont couchés? Quelle heure est-il? 22h25. Et voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Le Père Noël n'existe pas. C'était dans les premières feuilles de Wikileaks qu'on a pu découvrir. Hein. C'était en mois de novembre. Je vais vous laisser réagir, non pas à la caricature d'Hervé Baudry, mais on va s'arrêter un moment ce soir sur le fonctionnement de Wikileaks. C'est pas évident peut-être pour tout le monde. On se souvient pas tous de ce qui s'est passé, mais je voulais m'arrêter sur un point, c'est les révélations. Souvenez-vous de Wikileaks avant les printemps arabes. Et selon certains, ces révélations avaient contribué à accélérer les choses dans certains pays. On va retourner sur ces événements avec Mounir Soussi. La publication de cette vidéo d'une bavure de l'armée américaine en Irak a fait entrer Wikileaks sur la scène médiatique mondiale en 2010. Bradley Manning, l'auteur de la fuite, identifié par les autorités américaines, a écopé de 35 ans de prison pour espionnage, car Wikileaks s'appuie sur les lanceurs d'alerte pour obtenir des informations sensibles. Objectif, informer l'opinion publique sur les dérives des institutions politiques et économiques. À la tête de ce site participatif, Julian Assange, un ancien hacker australien en croisade contre ce qu'il nomme les conspirations gouvernementales. Le 11 septembre a donné une excuse aux pays européens, aux États-Unis, à l'Australie, au Canada, à l'Afrique du Sud et à d'autres pour développer des systèmes d'espionnage qui nous affectent tous. Pour lutter contre ces dérives, Wikileaks a publié ces dernières années des milliers de câbles diplomatiques pour montrer l'envers des négociations internationales, des données souvent traitées en partenariat avec des grands journaux internationaux. Aujourd'hui retranché dans l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice suédoise pour une affaire d'agression sexuelle. Sa personnalité controversée a créé des remous au sein même de son organisation. Finalement, on avait l'impression que l'idée n'était pas de travailler sérieusement autour d'un projet commun. À la fin, Assange nous considérait uniquement comme ses jouets, et les débats qu'on avait n'étaient plus du tout en accord avec la situation. La démarche de Wikileaks a fait des émules. Edward Snowden, simple employé des services de renseignement américains, a transmis à la presse en 2013 des informations sur l'espionnage pratiqué en Europe par la NSA. Actuellement poursuivi par la justice de son pays, il a trouvé l'asile en Russie. Alors voilà la nébuleuse Wikileaks avec cette personnalité contrastée. Mais Marcelo Wiesfried, est-ce que maintenant on va assister à un feuilleton, un goutte à goutte, à chaque jour sa révélation est relayée, il faut bien le dire, par Mediapart et Libération, et puis après on va suivre tous comme des moutons? À mon avis, oui, parce que d'ailleurs, ils ont déjà commencé à le dire, et puis il y a une logique même médiatique à vouloir au fur et à mesure faire monter la sauce. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le reportage que vous avez montré, c'est l'évolution en 5 ans, ce que Wikileaks a fait bouger dans la planète de l'information. Vous aviez au début, Wikileaks publiait le matériau brut, les télégrammes diplomatiques, les documents bruts, c'était mis sur la place publique et ensuite charge à chacun d'en faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on est passé dans autre chose, c'est-à-dire il y a du recueil, mais ensuite c'est traité avec un réseau de journaux, et donc ce sont les journaux sur des lectorats nationaux qui font eux-mêmes le tri de ce qui mérite d'être dit ou de ne pas être dit. Là, il a été fait le choix par Libération et par Mediapart de ne pas tout publier des informations qu'ils détiennent. Donc, il y a une sorte de hiérarchie de l'information, il y a une sorte d'éthique dans l'utilisation de tout ça, et ça, c'est une évolution. Par ailleurs, moi, je trouve que ce qui est très intéressant, tout à l'heure, on parlait du marteau américain, c'est que la puissance de frappe est telle qu'aujourd'hui, vous avez énormément de gens aux États-Unis en train de travailler sur ces métadonnées, c'est-à-dire toutes les données qu'on va recueillir, des câbles opérateurs, des satellites, etc. Il faut beaucoup de gens. Rendez-vous compte qu'il y a 1 300 000 personnes qui, aux États-Unis, sont habilitées au plus haut niveau pour lire les câbles top secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le paradoxe, c'est qu'il y a un point faible, c'est l'humain. Et c'est l'humain, c'est les fuites, c'est les gens qui parlent aux journalistes. Ça donne Snowden, ça donne Wikileaks. Et finalement, le point faible est venu de là où on l'attendait le moins, c'est-à-dire pas du tout de la technologie. Alors la technologie, qu'est-ce qu'on peut lire dans ces câbles? Encore une révélation d'Hervé Baudry ce soir. Oui, c'est Chirac, vous très, le savez, très important. qui a été Donc écouté. un agent de la NSA, un autre. Celui-là n'a pas fait un burn-out, mais il entendait à une certaine époque des bruits bizarres, puis une douche. Et ça durait que 3 minutes. Tout compris, bien sûr. Tout compris. Bien sûr, ça va de soi. J'ai une question aux éditorialistes et journalistes que vous êtes. Est-ce que, ça engage plus vos rédactions et vos journaux, est-ce que vous auriez publié ces révélations? Est-ce que les publier, ça veut dire qu'on fait cause commune et combat commun, j'allais dire, avec Julian Assange, qui, rappelons-le, est un activiste. Ce n'est pas un journaliste, c'est très différent. Cécile Cornudet. Je pense que c'est difficile de résister si on vous le propose, surtout en vous disant vous en faites ce que vous voulez et je ne mets pas mon grain de sel. Une telle concurrence entre les journaux, je pense que c'est difficile. Alors, parce qu'on peut prendre, en présentant l'article, toutes les précautions nécessaires, en disant que c'est Julian Assange. Donc on peut le retrouver demain dans les Échos, l'Express, l'Important.fr, partout, oui, vous nous confirmez. Non, mais ce qui était intéressant dans la démarche marketing qu'ils ont pris à un moment donné, c'était en prenant des grands quotidiens nationaux de référents, ça permettait de faire sortir au niveau international des informations locales. C'est-à-dire que dans chaque pays, on allait sortir ce qu'allait être croustillant en France, ce qu'allait être croustillant en Allemagne, ce qu'allait être croustillant en Italie. Donc c'est une machine qui est extrêmement bien organisée. Ça donne de la crédibilité. Complètement. Et maintenant, Jean-Luc Gombault, parlons aussi un peu de l'aspect géopolitique. Les politiques français redécouvrent à peu près tous les 10 ans avec une intense stupéfaction à l'occasion d'une affaire plus ou moins scabreuse comme celle-ci ou d'autres que l'allié américain n'est pas un bisounours et qu'il pique une grosse colère, d'ailleurs souvent passagère, et après ça passe, on oublie tout. On peut dire ce soir qu'évidemment, toutes ces interférences ne vont pas brouiller les relations franco-américaines. Alors justement, on entend parler de l'allié américain, mais est-ce que c'est si sûr que ça? Mais qu'est-ce qu'un allié? Oui, justement, c'est quelqu'un qui est d'accord avec vous sur un ennemi. C'est pas quelqu'un qui est d'accord avec vous sur tout. Actuellement, on négocie, d'ailleurs, j'ai vu que des personnes politiques s'en avaient saisi cet après-midi, on discute le traité transatlantique. Est-ce que sur le traité transatlantique, on est allié aux Américains? Sans doute pas. En tout cas, on n'est pas allié sur l'ensemble des négociations sur ce traité transatlantique. Et je pense que quelque part, comme nous ne sommes pas alliés à 100%, il est clair que les Américains veulent savoir, même si ce n'est pas dans le Wikileaks d'aujourd'hui, mais ils ont intérêt à savoir exactement comment nous allons négocier cette affaire, ou plutôt comment l'Europe va négocier. C'est très intéressant pour eux, parce que sur cette affaire, on n'est pas des alliés. Est-ce que sur les OGM, on est alliés aux Américains? Est-ce que sur une foule d'autres questions, notamment la régulation de la jurisprudence en cas de conflit, nous sommes alliés aux Américains? Donc nous sommes des alliés dans le cas de défense militaire, mais pas sur les autres plans. On est alliés quand on a défini un ennemi commun. Mais sur le terrain où il n'y a pas d'ennemi commun défini, on ne peut pas dire qu'a priori, nous sommes des alliés. Alors, est-ce que ça va s'oublier? Il est clair que les autorités françaises souhaitent mettre ça de côté. Ils n'ont pas tellement envie qu'on en parle trop. D'autant plus que, je m'étonne, les services français sont vraiment nuls. Ils n'ont pas prévenu le président de la République française qu'il était écouté. Parce que c'est extraordinaire. Comment peut-on ignorer que nos services ne savent pas que leur président... Êtes-vous sûr qu'ils ne l'ont pas prévenu? Êtes-vous sûr que ne savaient pas? Ce que je veux dire, c'est que j'en suis sûr qu'il était prévenu, bien entendu. Voilà. Et donc il n'a rien appris. Ce qui l'agace, c'est que ça se sache. Mais donc vous dites que c'est de la gesticulation. En tout cas, si le gouvernement voulait vraiment sanctionner les États-Unis, il pourrait dire non au traité transatlantique, il pourrait dire non ainsi au traité transatlantique. Il y a des gens qui l'ont dit aujourd'hui. Il pourrait influencer la Commission européenne, parce qu'il ne peut pas, c'est pas lui qui négocie. Il pourrait dire à celui qui s'occupe de la négociation... mais il n'aurait pas l'alliance avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne lui dirait non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un coup de fil de François Hollande à Barack Obama. On a eu une belle mise en scène d'un conseil de défense, mais de sanctions réelles, il n'y a rien eu. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a toute cette mise en scène, on froisse les sourcils, on monte les muscles, on envoie des responsables aux États-Unis, on fait venir l'ambassadeur, on le convoque, etc. Mais en même temps, là, on a vu la photo où Hollande est au téléphone fixe avec Obama, mais après, il va faire quoi? Après, il va prendre... Le président, il travaille avec son iPhone. Enfin, il faut quand même dire les choses, c'est-à-dire que
les services secrets savent, tout le monde sait que tout le monde s'espionne. Il y a une circulaire qui a été, sous Hérault, qui a été donnée à tous les ministres pour leur dire, s'il vous plaît, utilisez vos téléphones cryptés, ils ont tous des Samsung cryptés, etc. La plupart, enfin un certain nombre de ministres importants et le président continuent à utiliser, parallèlement à leurs téléphones cryptés, des téléphones, on va dire, qu'on peut trouver dans le marché, que tout le monde peut avoir, et qui sont des téléphones faciles à écouter pour des services secrets aussi sophistiqués que les Américains, les Chinois, les Russes. Il y a peut-être une autre solution, hein, Marcelo Wittfried. On va regarder la proposition. J'ai une recommandation à faire à tous les présidents de la République. Ils ont tous un labrador. En tout cas, on leur offre un labrador. C'est de l'utiliser. Donc voilà, Philae, pour les missives secrètes, au boulot. Il va y avoir du boulot, le pauvre Philae. Est-ce que je peux dire un tout simplement un petit mot? Les informations qu'on a apprises hier se terminent en 2012, n'est-ce pas? Oui. Or, nous avons eu en 2013 des informations sur ce qui s'est passé, notamment les écoutes de Mme Merkel. Et à ce moment-là, Obama a dit, bon, c'est terminé. Comme on n'a pas, peut-être que c'est vrai, comme on n'a pas les informations sur ce qui s'est passé en 2013 en France, peut-être que François Hollande n'a pas été écouté en 2013 ainsi qu'en 2014. Donc, il est possible que les Américains ont effectivement respecté la parole que Obama a donnée, qu'il a arrêté d'écouter. Je ne sais pas si c'est vrai, bien entendu. Vous leur laissez le bénéfice du doute. En tout cas, j'ignore si ces écoutes ont continué. Ça vous a tous interpellé qu'il ait quand même parlé aussi directement de la situation économique française et du chômage. Hein. Comme pour dire, c'est à cause des Américains que vous êtes dans cette situation. On va quand même parler, puisque c'est l'actualité aussi, ça nous concerne quand même directement, et nos téléspectateurs. Le chiffre aujourd'hui, malheureusement, un nouveau record du nombre de chômeurs en mai. Pour le 4e mois consécutif, Jean-Luc Gombault, Pôle emploi a enregistré une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité, 16 200 personnes. Et selon le ministère du Travail, expliquez-nous, il y aurait une sorte de bug ou, je cite, d'événement inhabituel qui rend l'interprétation des chiffres compliquée. C'est vraiment compliqué d'interpréter ces chiffres ce soir? Oui, il y a un aspect particulier qui fait que courant mai, donc Pôle emploi a appelé les gens pour renouveler le fait qu'ils étaient véritablement chômeurs. Ils ont été frappés par le faible nombre de réponses. Et effectivement, donc, ils ont fait une deuxième relance. Et il dit que si on avait fait le fait qu'on ait fait la deuxième relance fait que nous avons eu plus d'inscrits que ce que nous aurions dû avoir. Et la différence va pour ABC entre 70 000 et plutôt 35 000. Donc on a eu 70 000 de plus. Mais si on n'avait pas fait la seconde relance, on aurait eu 35 000 de plus. Donc à partir de là, il dit effectivement, il y a quelque chose. Mais ce qui prouve quelque chose, c'est que les mois on ne le fait pas. Donc effectivement, le fait qu'on puisse exclure beaucoup de gens de Pôle emploi prouve que les chiffres précédents étaient peut-être ne reflétaient pas véritablement la réalité. Vous partagez cette analyse? Oui, alors sur le flux des radiations, alors on voit que certains mois, les radiations sont extrêmement fortes, ce qui permet mécaniquement de faire tomber les chiffres. Ce qui est important, c'est quand même globalement de parler de cette tendance. On a aujourd'hui 5 700 000 chômeurs. C'est 5 700 000. Plus 1 million en 3 ans. Plus 8% depuis le début de l'année, c'est 50 000 depuis janvier. C'est énorme. Bon. Alors que la situation économique, je rappelle, on a des fondamentaux qui sont plutôt bons, un euro qui est faible, un pétrole qui est faible, des taux qui sont faibles. C'est-à-dire vous avez tous les éléments. On a appelé la conjonction des astres, mais on attend l'effet. Donc on attend l'effet. Donc on revient au sujet central aujourd'hui de l'économie française, c'est le manque de confiance des entrepreneurs. Et à chaque fois, le gouvernement part avec des bonnes intentions, en disant on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. À l'arrivée, rien ne se fait. À l'arrivée, au lieu de prendre les décisions, on dit on lâche la bête aux partenaires sociaux. Et bien évidemment, les partenaires sociaux, leur rôle, c'est de défendre les insiders, ceux qui sont dans le système. Le problème, c'est que ceux qui sont en dehors du système, c'est-à-dire les 5 700 000 chômeurs, les 4 200 000 personnes au RSA, il n'y a personne qui vient les défendre. Et ce serait le rôle de l'État, de les défendre, et pas simplement aux partenaires sociaux. Donc les partenaires sociaux, on les met autour de la table. Ça doit commencer par la baisse des seuils sociaux, ça ne bouge pas. Ça doit continuer sur des contrats qui doivent évoluer. Et à l'arrivée, les TPE-PME se retrouvent avec quoi? Avec des nouvelles contraintes qui sont la représentation sociale qui va changer. Alors que dans une entreprise, qu'il y a 3 personnes, si les gens ne sont pas capables de parler ensemble, autant c'est compréhensible dans des grosses entreprises, autant ça n'a pas de sens. Donc, on fait tout à fait le contraire de ce qui doit être fait. Et le choc qu'on a eu il y a une dizaine d'années, quand on parlait, il y a des entreprises sans usine,
nous commençons à créer des entreprises sans salariés. Il y a autre chose qui est frappante, vous allez nous expliquer, c'est presque le manque de réaction, alors qu'à chaque mois, quand même, ces résultats tombent, à la fois un manque de réaction de l'opposition, alors qu'on se souvient que sous le précédent quinquennat, à chaque mois, il y avait quand même des réactions très vives, très virulentes, et même au niveau des médias, on dirait que malheureusement, on s'habitue à cette litanie de mauvais chiffres. C'est sûr, et en plus, il y a cet enjeu politique autour de l'inversion. Alors peut-être que les gens se disent, on en a tellement parlé que attendons de voir ce que ça va donner. C'est vrai que la tendance est très mauvaise. Moi, je vois quand même deux peut-être point d'interrogation qui pourrait montrer que ça aille mieux dans les mois qui viennent. L'UNEDIC a dit qu'au courant de l'été, la situation allait s'améliorer. Et là, dans les chiffres d'aujourd'hui, il y a une forte augmentation des inscrits en catégorie B et C, c'est-à-dire ce sont des chômeurs qui ont quand même un petit peu travaillé. Et en général, quand il y a une reprise de l'emploi, il y a toujours un bond de ces chômeurs de catégorie B et C. Donc, est-ce que c'est annonciateur d'une petite amélioration après l'été? Peut-être qu'on va finir sur une note. C'est compliqué sur ce sujet, mais un peu Oui, positive, mais on parle d'amélioration peut-être sur le climat aussi, comme le soleil arrive, les vacances et la mer. Et la cour va s'inverser parce que tous ces plagistes vont trouver un job maintenant pendant au moins 2 mois. Ce sera pérenne, c'est ça la question. Alors, comme tous les mercredis, on vous fait réagir à la revue de presse de vos hebdos. Vous les retrouvez demain dans vos kiosques. On va démarrer, vous allez les voir à l'instant, avec le point. Cette question, comment peut-on être français? Réflexion sur la nouvelle querelle de l'identité. Je vais vous faire réagir, mais tout de suite, regardez l'Express. Et là, vraiment, on dirait qu'il y a espionnage. Je ne sais pas qui, mais l'Express est sensiblement la même question. Qu'est-ce qu'être français, Marcelo Wisfried? En tous les cas, on a compris que c'est le thème qui s'impose. On a compris, oui, qu'il y avait un thème, effectivement. Le livre de Patrick Veil. Oui, c'est effectivement à l'occasion nous on fait une interview du sociologue Patrick Veil très intéressant sur le sujet, mais c'est vrai que, alors là, c'est le hasard total. Peut-être qu'il faudrait que Assange nous donne quelques câbles pour qu'on puisse savoir un peu plus ce que fait la concurrence. C'est la faute des Américains. Enfin, ça veut dire aussi qu'il y a un sujet sur l'identité. La droite s'en est saisie, la gauche maintenant accepte d'en parler aussi. Alors, valeurs actuelles. Et cette migrants. Stop, enquête sur ces faux réfugiés qu'on veut nous imposer. Au-delà de cette une, Cécile Cornudet, tous les sommets là, européens, les réunions des ministres, on parle beaucoup de la Grèce et on ne parle pas de cette situation qui s'aggrave de jour en jour. Autant de sommets où on ne parle pas. Les deux problèmes sont parallèles en fait, ils ne veulent pas mélanger les choses. L'Europe reste un peu sans voix sur le problème des migrants pour l'instant. À partir du moment où ils ont fait la proposition de répartir les demandeurs d'asile par quota et que ça a été refusé, c'est compliqué. Ce sera l'un des sujets qui va imprimer les prochaines campagnes et la campagne Claude Posternac à venir. Ce qui est dommage, moi, ce que je vois là, si on prend Valeurs Actuelles, l'Express et le Point, c'est ce que je vais appeler des faux sujets. C'est bien évidemment. Vous voyez, c'est des faux sujets, l'identité pour les Français. Non, je dis, c'est pas le sujet central. Vous avez deux sujets qui sont les sujets majeurs des Français, sur lesquels ils ont besoin de vraies réponses. Et les vraies réponses, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Bien évidemment, il y a un vrai sujet sur l'identité. Mais lorsque le premier parti d'opposition décide que son premier séminaire, ça va être sur l'islam, lorsqu'on retrouve encore cette une sur l'heure actuelle... Emmanuel Valls, aujourd'hui, il dit le thème majeur de 2017, c'est aussi l'identité. L'identité, l'islam. Le vivre ensemble. L'identité va jouer, mais ce qui joue dans cette identité, c'est lorsque vous aviez des générations d'Espagnols qui venaient, ils s'intégraient comment? Par le travail. Des générations d'Italiens, ils s'intégraient par le travail, etc., etc. Ça s'est arrêté. Et le vrai sujet de l'intégration aujourd'hui, c'est bien évidemment... le travail et le chômage est central. C'est votre avis, Louis-Jean Legombou. Et s'il n'y a pas de réponse majeure... Je vois que l'évolution va dans le sens que vient de nous dire Cécile. Il y a une volonté politique visiblement d'aller... Parce que là, on se dit, on peut au moins bavarder, alors que là, il faut des solutions. Tout le monde est comptable de l'échec sur le chômage, alors personne ne veut en parler. Alors, il y a une qui va vous mettre tous d'accord, c'est l'Obs. Demain, tous immortels, vous êtes d'accord? On est une société jetable, mais pourtant... Voilà, c'est-à-dire le projet fou des transhumanistes, c'est à découvrir dans votre quotidien, dans votre hebdomadaire, pardon. Merci beaucoup, merci d'avoir été nos invités, Claude Posternac, Cécile Cornudet, Marcelo Wisfried, Jean-Luc Gombault et mon complice Hervé Baudry. Merci Sonia, toujours un plaisir de partager ce plateau. Oui, bien sûr. À la semaine prochaine, mon cher Hervé. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie. À demain, avec plaisir.